Il est politiquement correct de dire du bien de l'Europe. À l'heure où Trump, finalement, est en train de donner sa loi au monde, on nous explique que l'Europe est en train de se reconstruire et c'est une chance extraordinaire de rebondir. Alors, parlons 2 secondes d'Europe. La RIS, où en sommes-nous? Plus personne n'en parle et on attend de savoir ce qui va se passer avec la nouvelle présidence européenne. En revanche, on nous dit qu'il faut s'intéresser à l'union de l'épargne et de l'investissement pour mieux réorienter l'épargne des ménages dans le cadre du financement de l'économie européenne. Tout ça, on en parle beaucoup et il ne se passe rien. Alors, je vous en ai dit quelques mots et dans cette émission, on n'en parlera plus. Pourquoi? Parce qu'on essaie de vous faire des émissions pratiques et utiles pour mieux accompagner vos clients. Sans plus attendre, générique. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente Et plus encore. C'est une émission atypique, la dernière de la saison, avec un ordre un peu bouleversé par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Dans quelques instants, on va commencer avec Solutions Patrimoine et avec Olivier Dagenac qui sera à mes côtés dans quelques instants pour parler sous forme grand oral du bac de la déclaration 2735 SD, celle que vous aidez vos clients à remplir lorsqu'il y a un don manuel de somme d'argent. On rentrera donc dans tous les détails de cette déclaration. On va dire qu'environ dans 12 minutes, ce sera le moment du débat. Débat avec nos invités Marc Bertrand de Premier REM France, Antoine Dombry d'Amundi Immobilier et Philippe Depoux sera en duplex avec nous pour la Française REM. Débat en fait en 2 temps. Premier temps, puisqu'on a intitulé ce débat SCPI, comment va la santé? On parlera dans un premier temps donc du secteur de la santé. Et ensuite, on regardera l'état de santé des SCPI historiques. Comme c'est la dernière de saison, on va bien prendre le temps de traiter tout ça. Donc, on va considérer qu'on va passer environ 1 heure ensemble. Bref, ce sera aux alentours de 19h10 que nous attaquerons la dernière séquence de notre émission. Et cette séquence, ce sera le journal décalé de Georges Delataille. Allez, on attaque tout de suite avec notre première séquence. Allez, on change de nos habitudes, on commence tout de suite avec Solutions Patrimoine et avec nous Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie financière et patrimoniale de Viplus. On a le droit de jouer pour cette dernière de la saison? Bien sûr, je suis venu sans cravate. Bon, allez, on le fait en mode grand oral du bac. Allez. On regarde tout de suite à l'image le sujet que j'ai tiré pour vous. Le sujet que j'ai tiré pour vous, c'est la déclaration 2735 SD. Donc ça, c'est la référence du numéro CERFA de cette déclaration, don manuel et don de somme d'argent. Déjà, première question, c'est quoi la différence entre un présent d'usage qui ne nécessite pas cette déclaration et un don manuel qui nécessite cette déclaration? Alors le présent d'usage, il est défini dans le Code civil par un cadeau modeste donné à une occasion particulière. Donc on est vraiment sur une occasion particulière, Noël, un anniversaire, une naissance, et le cadeau modeste. Le problème du cadeau modeste, c'est qu'on ne sait pas combien. Bah voilà, c'est la difficulté. Et puis le cadeau modeste, pour vous et moi, c'est pas la même chose que pour monsieur Bernard Arnault. La modestie dépend vraiment du patrimoine. Ok, alors en pratique, on a quand même besoin d'avoir des éléments pour savoir un peu, pour avoir des idées. Notamment, il y a une pratique qui était une pratique fréquente, c'est pour les parents ou pour les grands-parents d'ouvrir un plan d'épargne logement pour leurs enfants ou leurs petits-enfants et de l'alimenter. C'est tout à fait vrai et c'est tellement rentré dans les mœurs que l'administration fiscale en a tiré une conclusion, c'est-à-dire qu'elle pose un principe de présent d'usage, donc présomption simple de présent d'usage, dans la limite du plafond du PEL. Donc les fameux 61 200 €. Alors attention,
c'est pendant toute la minorité de l'enfant et pour tous les membres de la famille. Ça ne veut pas dire que chaque personne de la famille peut donner 61 200 €. Voilà, il faut quand même raison garder. Ok. Quand on donne de l'argent comme ça, et on va en parler pour commenter cette déclaration, l'argent, il appartient à qui ? Alors, l'argent qui est donné appartient au donataire, celui qui reçoit, que ce donataire soit mineur ou qu'il soit majeur. C'est vraiment son argent. Quand vous donnez un cadeau, c'est pas pour le reprendre. Ça veut dire que j'ai pas le droit d'aller piocher sur le livret de mes enfants ? Non. Sauf cas de force majeure, l'argent de vos enfants appartient à vos enfants et il doit être géré dans l'intérêt de ces derniers. Il y a eu des décisions judiciaires. C'est le genre de sujet qui remonte ou pas ? C'est le genre de sujet qui remonte. Il y a eu une décision de la Cour de cassation au mois de juin. Je pense que c'est à cette dernière que vous faites allusion, où un père s'était servi dans les comptes de ses enfants sans l'accord de la maman. Et comme tout acte de disposition, le rachat nécessite la signature des deux titulaires de l'autorité parentale. Allez, l'interro dans ce grand oral va tout de suite commencer par un truc tout bête. Lorsque j'arrive sur la première page, j'ai deux mots, donataire et donateur. Vous en avez utilisé un tout à l'heure. Qui est qui ? Le donataire, c'est celui qui donne, c'est celui qui s'appauvrit. Le donataire, c'est celui qui s'enrichit, celui qui reçoit. Ok. Qui doit remplir cette déclaration ? C'est quand on donne quoi ? De l'argent ? Des titres ? Alors, de l'argent, et c'est celui qui reçoit qui doit déclarer à l'administration fiscale. Donc, si c'est un mineur, ce sont ses parents, le foyer fiscal auprès duquel il est rattaché, qui vont réaliser la donation. On est d'accord que dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est plutôt le professionnel qui va accompagner la famille pour faire ce travail ? Tout à fait. Le professionnel qui remplit la 2735, soit sous le format papier, mais aujourd'hui, on peut aller sur le site impôts.gouv, espace particulier, et faire sa déclaration en ligne. On va pas avoir le temps de regarder toutes les cases. On va regarder la première partie de la déclaration. On est donc là sur la deuxième page, sur les renseignements relatifs aux biens donnés. Dans la partie somme d'argent, il y a 4 cases. Je voudrais qu'on commence par regarder la première parce qu'elle n'est pas forcément très claire. Don de somme d'argent exonérée de droits, article 790G du Code général des impôts. Kézako. C'est l'ancien don Sarkozy. C'était une donation qui avait été réalisée pour relancer la consommation. Donc, il faut garder ça à l'esprit. C'est dans l'esprit de relancer la consommation. Donc, elle est soumise à des contraintes. Que le donataire, celui qui donne, est moins de 80 ans. Celui qui reçoit, le donataire, plus de 18 ans, et on donne que de l'argent. Ok, ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant. Okay. Enfant, petit enfant, en l'absence d'enfant, petit enfant, neveu et nièce. Parfait. Donc si je donne une somme d'argent dans le cadre de ex-don Sarkozy, c'est cette case-là qu'il faut que je coche. Maintenant, on va tout de suite regarder la ligne d'en dessous, où il y a marqué « don manuel de somme d'argent », article 757 du Code général des impôts. Kézako. C'est l'abattement global. C'est celui que vous utilisez en règle générale. Donc, c'est l'abattement pour vos enfants, le fameux 100 000 € tous les 15 ans en faveur des enfants de donation, ou l'abattement en faveur des petits-enfants. C'est celui qui n'est soumis à aucune contrainte, sauf de donner de l'argent. Alors, 100 000 € pour les enfants, 31 865 € pour les petits-enfants. Juste, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que ces abattements s'appliquent en cas de vie, c'est-à-dire en cas de donation, et en cas de décès ou pas ? Alors, c'est là où on rentre dans la complexité de la fiscalité française. C'est un grand oral, cher ami. Donc, j'espère avoir une mention. Donc, je vais essayer d'être précis. Les 100 000 €, l'abattement par enfant, il se reconstitue tous les 15 ans, mais il est commun en matière de donation et de succession. C'est-à-dire que si vous décédez avant 15 ans, vous ne pourrez pas l'imputer sur la succession du défunt. En revanche, l'abattement de 31 865 en faveur des petits-enfants, il est exclusif aux donations. Il ne se retrouve pas en succession. En succession, lorsque vous léguez à vos petits-enfants, ils ont un abattement général de 1 584 €. Allez, je complexifie si vous voulez bien. Quand on fait du conseil en gestion de patrimoine, on essaie aussi de faire un certain nombre de montages. On peut faire des donations avec des réserves d'usufruit. On peut pouvoir mettre des charges dans le cadre de la donation. Déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de charge pour contraindre celui qui reçoit ?
Le législateur nous indique que les charges et conditions d'une donation sont possibles, mais elles doivent poursuivre un intérêt sérieux et légitime. Donc, il est exclu d'interdire à quelqu'un de se marier ou d'interdire d'aliéner un bien pendant toute la vie durant du donataire. Un exemple de charge, par exemple, je décide de donner de l'argent à mes petits-enfants, mais bon, je voudrais qu'ils attendent 25 ans avant de l'utiliser, parce que j'ai pas envie qu'ils achètent leur scooter avec ça. Eh bien, voilà une charge tout à fait compréhensible. Cette clause de blocage jusqu'aux 25 ans du donataire est tout à fait réalisable. Ok, je reste sur mes deux types de déclarations. Donc, j'ai retenu, si on est dans l'ancien don Sarko, don de somme familiale de somme d'argent, avec donc les règles que vous nous avez expliquées, moins de 80 ans, plus de 18 ans, donc je suis dans le 790G. Dans le cas général, je suis dans le cadre du 757 du Code général des impôts. Est-ce que, en termes de charges, en termes de démembrement, j'ai les mêmes possibilités dans les deux cas? Non, on revient à l'objectif du législateur pour le 790G, le premier. Vous ne pouvez pas donner en démembrement parce que ça ne va pas servir à la consommation que vous donniez de la nue propriété d'un contrat de capitalisation. Donc il faut vraiment cocher le 757 pour ce type de donation. Allez, petit exercice pratique maintenant. Je suis grand-père. J'ai des enfants qui ont réussi dans leur vie, j'ai pas spécialement besoin de leur donner de l'argent. Puis vous m'expliquez bien que si jamais je décède, mes petits-enfants, ils n'auront pas d'abattement, puisque l'abattement pour les petits-enfants, il est réservé aux donations de son vivant. Déjà, les abattements, ils se reconstruisent dans les deux cas ou pas? Toujours. Les abattements en matière de donation se reconstruisent par 15 ans. Ok, donc ça veut dire que tous les 15 ans, je peux donner 31 865 € par enfant. Là, je décide de faire... Papy, il est cool. Il fait double jackpot. Alors, double jackpot, ça veut dire que je suis à 63 730 €. Donc, voilà ce que je mets dans ma déclaration. Je me suis dit, c'est le truc général. Je vais mettre ça dans la case numéro 2, c'est-à-dire 750 du Code général des impôts. Vous validez ou vous validez pas? Eh bien non, parce que là, vous n'allez utiliser que l'abattement de 31 865 et les autres 31 865, comme vous les soumettez au droit de mutation à titre gratuit en faveur de vos petits-enfants, ils vont être taxés. Il faut ventiler entre le 790G et le 757. Quand on est très bien, je vais vous prendre un autre exemple. Je ne vais pas doubler la mise, mais je vais simplement mettre 31 865. Est-ce qu'il vaut mieux, si j'en ai la possibilité, de le mettre dans la case numéro 1, c'est-à-dire don familial de somme d'argent, ou dans la case numéro 2, c'est-à-dire donation ordinaire? Plutôt dans le 790G si vous remplissez les conditions, parce que dans un second temps, si votre stratégie vous amène à donner de la nue propriété de titres ou vouloir mettre des charges et conditions, vous n'auriez plus cet abattement. Alors que le 790G, comme il n'y a pas de contrainte et que là, aujourd'hui, vous voulez donner librement, il faut plutôt utiliser le premier. Allez, dernière petite question. Les victimes d'actes de terrorisme et les militaires voudront bien m'excuser d'avoir sauté cette case-là, mais je vais directement passer à la dernière case. Don de sommes d'argent consenties entre février 2025 et décembre 2027 et affecté à certaines opérations. C'est l'article 790A bis du Code général des impôts. Kesako, Olivier. C'est un nouvel article, mais c'est le retour d'une disposition qui avait déjà existé. C'est la possibilité de donner à ses enfants pour qu'ils acquièrent leur résidence principale ou qu'ils fassent des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Donc, c'est dans la limite de 100 000 € par parent et par enfant. Et comme vous l'avez très bien dit, ça va se terminer dans 1 an et demi. Donc là, on a une fenêtre de tir assez précise. Si je résume, quand on est grand-parent, si on a envie d'aider ses petits-enfants, il faut penser à faire une donation de son vivant. La formule la plus simple, même si on ne peut pas y mettre de charge, et donc celle qu'il faut encourager, c'est la première case, c'est-à-dire 790G. Après, on peut rajouter des choses sur le deuxième abattement, sur lequel, là, éventuellement, on peut mettre des charges, par exemple, pour pas qu'il dépense l'argent trop rapidement. J'ai bien compris? C'est tout à fait ça.
Donc, en premier, se rappeler que si on remplit les conditions 790G, et si on souhaite mettre des charges et conditions ou donner en démembrement, par exemple, l'article 757. Allez, je vous donne une mention. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve à la rentrée. Tout de suite, la suite. Allez, c'est l'heure de notre débat sur les SCPI avec ce titre clin d'œil SCPI, comment va la santé? Avec nous en plateau, Antoine Aubry, directeur général d'Amundi Immobilier. Face à Antoine, on retrouve l'ancien directeur général d'Amundi Immobilier, désormais président du directoire de Praemia à REM France, Marc Bertrand. Et puis, comme d'habitude, tous les ans, il va faire un petit tour en province. Donc, nous le retrouvons en duplex. C'est le président du directoire de la Française. Philippe Depoux est également avec nous. Messieurs, débat. Bonsoir Jean-François. J'ai fait une blague avec ce titre qui était SCPI, comment va la santé. Je vous propose qu'on fasse en deux temps. Premier temps, on va parler du secteur de la santé. Véritablement, c'était pas qu'une blague. Puis naturellement, on regardera dans un deuxième temps la santé des SCPI historiques. On sait qu'elles sont en difficulté. Antoine, je vais commencer avec vous. Lorsqu'on vous reçoit sur ce plateau, on parle souvent de vos produits traditionnels, Rivoli Avenir Patrimoine, Edissimo. Vous faites également de la santé. Quel type de santé ? Alors en fait, on va regarder les santé quasiment sur toutes ces thématiques, qu'elles aillent de la partie très clinique, chirurgie obstétrique, soins de suite réadaptation, psychiatrie, mais aussi sur les thématiques maison de santé, maison de retraite, plutôt non médicalisées. Mais on va plutôt essayer d'être présent sur toutes ces thématiques. Ok, vous avez une SCPI qui est jeune. Ses premiers investissements, elle les a fait plutôt dans quel type d'actifs ? Clinique, chirurgie obstétrique. Ok. Philippe Depoux, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez, à la Française, lancé il y a de cela quelque temps une SCPI santé. Auparavant, vous distribuiez un produit qui était un produit d'Eurial. Sur votre SCPI santé, quel marché vous visez ? Alors, notre SCPI santé qui s'appelle Avenir Santé est positionné sur un produit, on va dire, un peu spécifique qui est l'immobilier de santé en cœur de ville. Et tous les mots sont importants. C'est de l'immobilier avant d'être un bâtiment d'exploitation. Donc, on est sur clinique et on est sur maison multimédicalisée. On est sur laboratoire. On est sur, on pourrait aller jusqu'à pharmacie. Voilà, l'essentiel c'est d'être en ville et d'avoir en fait de rapprocher je dirais le parcours santé de la patientèle vers des établissements relativement banalisés au bon sens du terme, c'est-à-dire transformables en autre chose s'il y avait besoin. Ok, transformable en autre chose, je note ça avec cette différence donc où vous dites que le rôle de l'exploitant a moins d'importance. Marc Bertrand, Praemia, déjà, la santé chez vous, ça pèse combien en encours ? Ça pèse la moitié de nos encours, donc on n'est pas très loin de 17 milliards. Donc c'est une longue histoire et puis une stratégie très opiniâtre de se développer sur ce métier-là. Alors, vous allez, à travers vos produits, vous en avez deux principaux. Primovie en SCPI, Cap Santé en SC pour la partie assurantielle. Sur quel secteur vous allez ? Y a-t-il des différences entre les deux produits ? Alors effectivement, à destination de la clientèle de particuliers, donc une SCPI, Primovie, qui pèse un petit peu plus de 4 milliards, et la SC Cap Santé disponible en unité de compte de contrat d'assurance qui est effectivement dont une partie significative a été investie dans ex-ICAD Santé devenu Praemia Healthcare. Voilà, et puis par ailleurs un certain nombre de produits à destination des institutionnels, le tout faisant entre 16 et 17 milliards. Là-dessus, on est vraiment sur la santé je dirais, régulée, au sens, on a une stratégie effectivement qui n'est pas celle que vient de décrire Philippe, mais c'est de financer l'outil de travail. On est plus proche de la notion d'infrastructure, on est moins sur l'immobilier, la notion d'exploitant est vraiment au cœur de notre stratégie, avec du court séjour, pour aller vite, ce sont les cliniques, les soins de suite et de rééducation, les cliniques psy, c'est ce qu'on appelle le moyen séjour, et puis le long séjour sont plutôt les EHPAD. Voilà, donc ce court, long, moyen, ce sont les trois segments de ce marché-là.
Ok, donc Primovie est plutôt EHPAD et Cap Santé a, en plus de la partie clinique... Voilà, et les deux ont une dose, mais qui est le segment le moins profond de moyen séjour. Alors, on va regarder ça, on voit bien les positionnements des produits qui sont en réalité derrière ce vocable SCPI Santé, qui sont quand même en réalité différents. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à l'intérêt économique du secteur de l'immobilier de santé. Et je vais commencer avec vous, Philippe, parce que vous êtes loin, que vous allez échapper à mes questions. Pourquoi ? Parce que je me suis plongé dans votre parcours professionnel. Et vous avez été dans une maison qui avait de la santé et qui l'a vendue à une certaine époque. Aujourd'hui, je vous vois revenir sur le secteur de la santé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, entre guillemets, le pourquoi de ces deux décisions ? Alors certes, les maisons sont différentes, mais de ces deux décisions prises par le même dirigeant. Alors effectivement, dans une ancienne vie, il y avait un portefeuille santé très important, mais qui était justement très tourné vers l'exploitant. Peut-être, d'une certaine façon, à mon goût en tout cas, qui suis moi plutôt un basique de l'immobilier, je dirais, plutôt trop tourné vers l'exploitant. Et donc j'avais eu quelques cas un peu compliqués où des localisations extrêmement loin des villes, avec des bâtiments extrêmement particuliers. Et un locataire qui du jour au lendemain vient vous voir et vous dit écoutez, moi le loyer il me va pas, faut le baisser, ou alors je m'en vais et je vais ailleurs. Et le risque c'est un peu schématique, mais le risque c'est de se retrouver avec un actif ultra spécialisé dans une localisation assez éloignée de tout et finalement avec une liquidité immobilière compliquée. Et donc en plus dans la structure à laquelle tu fais allusion, je voulais recentrer l'activité sur un autre type d'actifs, l'immobilier de bureau en l'occurrence, et donc j'avais volontairement cédé ce portefeuille. Voilà. Et donc quand je suis revenu à la Française, effectivement, on avait cette particularité de gérer, de distribuer pour le compte de la maison. Avec la SGP Eurial, et donc l'idée était c'était un peu quelque chose d'incongru dans notre portefeuille puisque nous avons l'habitude de distribuer et de gérer nos propres SCPI, et donc on s'est mis d'accord avec Eurial, on les a aidés à structurer leur distribution, Eurial Pierre Val Santé, et nous, du coup, nous avons créé notre propre SCPI. Et donc, autant je rejoins complètement Marc sur le fait que l'immobilier de santé est absolument indispensable dans notre monde, dans notre société vieillissante, dans notre société où les soins sont de plus en plus longs, les gens ont besoin de pouvoir être soignés chez eux, de pouvoir être soignés de façon relativement ambulatoire. L'immobilier de santé est nécessaire et j'ai aucun doute là-dessus. Simplement, du coup, la SCPI que j'ai lancée, Avenir Santé, j'ai souhaité par différence avec celle que j'avais pilotée auparavant, la mettre c'est de l'immobilier, premier mot, de santé en cœur de ville. Alors c'est pas pour ça qu'on n'est pas proche de nos exploitants, c'est pas non plus un locataire lambda, loin s'en faut, et nos discussions avec nos exploitants de nos cliniques ou de nos maisons de soins, nos maisons multidisciplinaires, le dialogue est permanent avec eux pour gérer intelligemment les bâtiments. Juste Philippe, une question très pratique que je comprenne bien. Quand on a une maison en centre-ville où il y a au premier étage, il y a un dentiste, un gynéco, un généraliste, etc., dans des choses différentes, vous louez à chacune des professions où il y a quelqu'un qui fait l'interface entre vous et les différents locataires qui sont dans la maison? Il y a quelqu'un qui fait l'interface, c'est pour prendre une image un peu osée, j'appellerais ça le coworking de la santé. On a tout à fait un seul preneur, et c'est lui qui se charge de faire venir les professionnels des différents domaines dans le même bâtiment, avec des occupations parfois même temporaires, et tout ça pour organiser le parcours de la patientèle dans un seul endroit à un seul moment. Marc Bertrand, je voudrais vous faire réagir. Moi, je vois des interventions, des deux premières interventions de Philippe, le fait qu'il ait bien insisté sur le fait de dire nous, on cherche à faire de l'immobilier, et le sujet de l'immobilier est un sujet important. Est-ce que
Pour vous, qui vous dites être plus sensible à l'approche par l'exploitant, vous avez tout à l'heure utilisé le terme d'infrastructure, est-ce que les équipes, est-ce que quand on a cette approche-là, les équipes doivent être différentes des équipes traditionnelles qui font de l'immobilier, qui achètent du commerce, du bureau ou que sais-je? Ça nécessite d'avoir des équipes spécialisées. C'est-à-dire que investir dans l'immobilier de santé et avec surtout la stratégie que je vais redévelopper un tout petit peu, de dire on est plutôt sur une stratégie d'infrastructure, ça suppose d'avoir une très forte intimité avec les exploitants dans la compréhension de leur business model, de leurs évolutions, etc., mais également de tout le système de remboursement et de régulation. C'est-à-dire que c'est un système complexe avec de nombreuses tutelles, et c'est une horlogerie au moins aussi sophistiquée que le financement du logement social en France, et donc il faut être très spécialiste, avoir des équipes spécialisées. Je reviens sur un point parce que c'est intéressant de le mettre en lumière, je pense, pour les téléspectateurs, c'est de dire effectivement, soit on fait de l'immobilier de santé, c'est-à-dire que, et c'est ce que vient de décrire Philippe, on s'attache au fait que un jour on puisse faire autre chose avec le bâtiment, et c'est la sécurité du long terme est dans la convertibilité du bâtiment. Nous, on a une stratégie un petit peu différente, c'est de dire, c'est l'adaptation et l'adéquation permanente du bien à l'outil, à l'activité de l'exploitant qui est le gage de sa pérennité locative. En d'autres termes, quand une maison de retraite, un EHPAD ou une clinique, on réinvestit régulièrement dedans et on est en partenariat, on est en effort permanent pour que l'exploitant ait un bon outil de travail, le risque en fait de départ, il reste très très théorique. Et en fait, quand on regarde sur la très longue période, puisque maintenant ça fait 15 ans qu'on est dans ce métier-là, les libérations, je dis pas que ça n'arrive jamais. Alors c'est un risque ultime, mais en fait très rare, parce que tant que l'exploitant a un bon outil de travail, il continue d'exploiter. Antoine, pourquoi chez Amundi il y a eu le lancement de ce produit sur la santé? Est-ce que la santé a un intérêt en termes de diversification, de par une sensibilité au risque économique différente des bureaux? On sait que les bureaux, c'est par exemple très sensible à l'activité et à la croissance économique et au chômage. Alors c'est vrai que nous, notre stratégie santé, elle repose vraiment sur l'accompagnement d'opérateurs de santé, parce que on y voit une façon aussi de se décorréler d'un environnement économique et aller chercher plutôt des thématiques telles que la mortalité, telles que le besoin de soins, telles que tout ce qui va être quelque chose de beaucoup plus décorrélé des notions telles que le PIB ou le taux de chômage. Donc plus de la démographie, on est plus sensible à la démographie qu'à l'activité économique. Et on va avoir une approche qui est de dire que en fait l'immobilier va être une enveloppe pour offrir une offre de soins qui peut être, effectivement, on parlait tout à l'heure de la chirurgie, on parlait de soins de suite et réadaptation. Donc on va vraiment avoir une stratégie d'accompagnement et aller jouer sur des thématiques telles que la lutte contre la désertification médicale, par exemple. Donc on est beaucoup plus dans l'accompagnement, donc on joue la santé en premier, on l'habille avec une coque qui va s'appeler une coque immobilière. Bien évidemment, il y a des prérequis tels que s'assurer qu'il y a une certaine flexibilité sur les usages, mais la volonté première d'Amundi Delta Capital Santé, c'est de jouer la santé à fond. Ok. Est-ce que cette thématique plaît aux distributeurs, aux réseaux, aux conseillers en gestion de patrimoine? Dit autrement, est-ce que vous collectez? Alors oui, elle plaît, déjà parce qu'on a un environnement qui est un peu plus incertain sur la partie économique, donc il y a cette volonté malgré tout de continuer à faire de l'immobilier sur des produits beaucoup plus différenciants, ou c'est une façon aussi de diversifier vos risques quand vous faites de l'immobilier. Donc oui, ça plaît, donc on collecte très régulièrement, ce qui nous permet derrière de déployer au travers d'investissements. Le dernier date d'il y a 2 mois avec l'acquisition d'une clinique. Philippe, je me tourne vers vous. Votre SCPI Santé collecte-t-elle aujourd'hui? Oui, alors on est sur l'exercice 2024, c'est un exercice clos. Elle a collecté 50 millions à peu près. Alors j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est comparé évidemment aux véhicules pilotés par les équipes de Marc Bertrand. Nous sommes tout petits, parce que la capitalisation d'Avenir Santé, c'est de mémoire à peu près 250 millions d'euros. On l'a lancé en 2021. Donc oui, elle collecte. En fait, nous, son positionnement, je dirais, par rapport à la gamme des SCPI de la française, c'est un peu notre néo-SCPI, si vous voulez. Donc, certes, elle date de courant 2021, mais par rapport à nos autres SCPI qui sont
plutôt historique, plutôt positionnée bureau. Celle-ci, elle est thématique, elle collecte, elle a une dette, elle achète régulièrement en France et à l'étranger. On a déjà un peu plus d'une trentaine d'actifs à l'intérieur de cette structure sur 3 pays différents. Donc oui, il y a la collecte continue. Elle est un peu plus mesurée en 2025, en tout cas sur cette première moitié de l'année, que sur l'année 2024. Probablement parce que, je ne sais pas si on y viendra ou pas, mais probablement parce que nous c'est des rendements d'actifs très secure aux alentours de 5+, 5,20 en l'occurrence sur l'année 2024. Donc ça continue à attirer un certain nombre de gens, et puis il y en a d'autres qui vont vers d'autres typologies de véhicules avec des rendements faciaux entre guillemets peut-être plus élevés. Marc Bertrand, la collecte nette de Primovie est nulle. Cette SCPI, elle a souffert, et dans les éléments qui ont justifié la souffrance, il y a le fait qu'il y ait du bureau dans cette SCPI. Est-ce que vous allez rapidement le sortir ? Alors, effectivement, elle collecte nette à zéro parce que, en fait, le peu de collecte qu'il y a servi à satisfaire des parts qui voulaient sortir. Elle fait 4 milliards, donc il y a un peu de rotation de parts et c'est normal. Mais la collecte brute n'est pas nulle. Maintenant, deuxième point, effectivement, dans les années de très forte collecte, il y a eu un choix qui avec toutes les apparences de la pertinence à l'époque, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, qui était d'avoir une poche de diversification dans le bureau avec des bureaux loués à des acteurs de la santé. Par exemple, prenons l'exemple, les bureaux loués à Doctolib à Levallois, voilà, donc qui étaient avec un bail de long terme. Bon, donc on connaît l'histoire du bureau. Aujourd'hui, alors que la santé, qui représente plus de 75% du patrimoine, se porte bien, on parle de la variation sur le bureau. Bon, voilà. Les bureaux, ils sont loués ? Les bureaux, pas tous, oui. La plupart, oui, mais pas tous. On a le taux de vacances classique des immeubles de bureaux, malheureusement. Ok. Donc, pour l'instant, on garde les bureaux parce que c'est pas le moment de vendre ? Alors, on a regardé de façon pragmatique qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'une scission créait de la valeur pour encore une fois revenir à la notion de produit pur et de façon alors l'exécution d'une scission est pas simple, hein. Franchement elle est compliquée à réaliser, hein. On a fait beaucoup de fusions par le passé, mais une scission c'est probablement encore un peu plus compliqué. On est arrivé à la conclusion que si on le scindait, ça n'améliorait pas en tant que tel le rendement pour les assurés, pour les porteurs de parts. Ça ne changeait pas grand-chose à la valeur, à la somme totale de la valeur, et ça n'apportait pas de manière décisive une liquidité à court terme supplémentaire. Donc si je résume, c'était des emmerdes pour rien. Non, mais c'est ce que je veux dire. À part de la lisibilité et de bien ranger les boîtes dans les boîtes, il aurait fallu le faire quelque part avant. Et aujourd'hui, le niveau de prix du bureau dans lequel il est, le rendement n'est plus dilutif en bureau par rapport à la santé. Parce que l'ajustement s'est fait sur le prix. Ok, on en vient justement aux objectifs de performance des produits et de rendement. Quelle est la stratégie chez vous, chez Amundi ? Aujourd'hui, alors clairement en termes d'investissement, on est plutôt à la recherche d'investissement autour de 6% net, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez plutôt flécher vos stratégies d'investissement vers des produits format clinique, puisque si on va plus vers un format EHPAD et autres, on va être sur des rendements à notre avis trop bas. Donc clairement, on continue à jouer la carte de la clinique ou la maison de santé, mais qui a une approche beaucoup plus granulaire en termes de taille. Aujourd'hui, la distribution, c'était 4%. Oui, on l'a relevé, on doit être autour de 4,5% aujourd'hui. Et on va continuer, au travers des investissements, de continuer à relever notre capacité à booster le dividende servi. Marc Bertrand, Antoine nous dépeint des niveaux de rentabilité en disant EHPAD rapporte un peu moins que clinique. Vous aujourd'hui en termes de distribution sur Primovie, comme sur le reste de la gamme, il y a eu une opération vérité avec une révision des objectifs pour l'année 2025. Comment vous voyez le court terme et comment vous voyez le long terme ?
Aujourd'hui, la SCPI Primovie distribue, je crois que c'est quasiment exactement 4,5%. Et ce qui est aujourd'hui son niveau de résultat. Donc, pour reprendre un terme sportif, elle a 4,5 dans les jambes et elle le tiendra dans la durée. L'avantage de la santé, c'est qu'on a des baux qui sont longs. On a la plupart du temps, on a des parcs, enfin, on détient 25-30% de l'outil de travail de l'exploitant. Donc, en fait, quand on a assez peu de négociations isolées sur... Quand on a une maison de retraite, on a une maison de retraite. On a 2 maisons de retraite, on en a 2. Par contre, quand on en a 25 avec le même exploitant, on n'a pas du tout le même pouvoir de négociation avec lui. On peut faire des plus, des moins dans toutes les négociations globales. Donc, c'est véritablement le gage pour nous, cet équilibre du pouvoir dans la discussion avec l'exploitant. C'est ce qui est le gage de pouvoir regarder à très long terme dans les cash flows, ce qui nécessite en contrepartie d'accompagner l'exploitant dans un certain nombre de développements, d'investissements, de reconversion de certains sites, d'extension. Et c'est ça, en fait. Pour les exploitants, il faut bien avoir en tête, nous sommes un banquier d'une race un petit peu spéciale, avec un collatéral immobilier, mais c'est comme ça qu'ils nous voient. On est un moyen de financer leur activité. Ok. Philippe, en termes de rentabilité sur votre SCPI, on en est où ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on en est très précisément à 5,20. On a démarré, quand on l'a lancé, évidemment, sur des taux un peu plus bas, puisque c'était les prix de l'époque. Comme Antoine, là, nous, on vise des opérations aujourd'hui, on achète des opérations plutôt aux alentours de 6%, mais sur les actifs que nous gérons, ce sont des taux que nous arrivons à trouver. Petite précision, c'est un marché relativement étroit. En Europe, il y a des acteurs. Donc les prix n'ont pas, c'est un des intérêts d'ailleurs de cette classe d'actifs, les prix ne se sont pas du tout effondrés pendant la crise qu'on a connue et les prix qui ont baissé notamment sur d'autres classes d'actifs, notamment le bureau. Là, on a une certaine résilience des valeurs et voilà. Et sur 2025, on vise donc des rendements à 6%. On a acheté récemment encore une clinique à cet égard. On a acheté également du co-living senior. Ce sont des maisons, des petites maisons dans lesquelles vivent plusieurs personnes, plutôt âgées mais sans besoin de soins. Je précise que chez La Française, notre activité de résidence-service senior est complètement à part. Elle n'a rien à voir avec la SCPI. Ce sont des fonds plutôt institutionnels qui gèrent ce type de patrimoine. Donc voilà, on vise petit à petit aussi à remonter le rendement des 5,20 aujourd'hui à un peu plus tard. On a un peu de dette, mais comme dit Marc, on distribue ce qu'on gagne. Donc c'est plutôt vertueux. Ok, parfait. Fin de la première partie. On attaque tout de suite la seconde partie. Philippe vient de nous parler du bureau. On parle maintenant donc des SCPI historiques, dont on sait, pour être très clair, que la santé n'est pas très bonne. Je voudrais que l'on commence très simplement. Je vais vous demander aux uns et aux autres un mot pour me qualifier l'état d'esprit des épargnants lors des assemblées générales, puisqu'elles ont eu lieu dans la majorité des cas. Marc Bertrand, chez vous, vous diriez quoi ? Alors, il y a un certain nombre de personnes qui font l'effort de se déplacer, qui cherchent à comprendre. Je crois que j'ai vu tout à l'heure passer le terme de résignation. C'est le cas pour un certain nombre, donc c'est pas quelque chose qui nous satisfait, mais pour l'instant, on essaye surtout d'expliquer le plus précisément possible avec un vrai exercice de pédagogie pourquoi, de donner des vrais éléments et des points de repère. On parvient à expliquer les choses, effectivement, expliquer que ça va être un chemin long pour retrouver un chemin de croissance de distribution et de valeur, mais que c'est pas non plus ça relève pas de l'hypothèse pure, et ça prendra du temps. Le point par contre qui est sur lequel on voit de la nervosité, c'est les gens qui ont besoin de liquidité. C'est-à-dire que aujourd'hui mais sans surprise, c'est un facteur aggravant, c'est-à-dire quand les gens ont perdu de la valeur ou de la distribution et ils veulent pouvoir être quittes s'ils le souhaitent. Et là, on a une difficulté. Donc, ok, on va y revenir. Philippe, le mot, vous, sur les assemblées générales ?
Je pourrais presque paraphraser Marc. Évidemment, on aurait pu, ça aurait pu balancer entre alors révolte, gronde et résignation. Aucun de ces mots n'est joli à entendre, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'était relativement apaisé, beaucoup de questions. On a dès le début de l'année annoncé, vous le savez, se mettre dans les bas de fourchette en valeur de toutes nos parts de SCPI historiques et de ramener les distributions de ces mêmes SCPI historiques à peu près à leur niveau de ce qu'elles gagnent. Donc c'était deux mauvaises nouvelles de début d'année. On a énormément communiqué dessus. Finalement, les réactions ont été... c'est toujours pareil, quand les gens ne comprennent pas, ils s'énervent. Et quand vous prenez le temps de leur expliquer les choses et de leur dire que les actifs sont vraiment gérés et que effectivement on fait tout pour être en position de rebond le jour où le marché repartira, parce que tout ça, ne l'oublions jamais, se passe dans un marché qui jusqu'à présent était un marché adverse, et donc on a beau avoir les meilleurs gestionnaires du monde, on peut pas lutter contre un marché. Donc voilà, on a expliqué. Quand les gens comprennent les explications, je dis pas qu'ils sont contents, mais en tout cas, ils les ont écoutés et ils les ont intégrés. Et donc, ces assemblées générales se sont plutôt bien passées, j'ose le dire, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Et comme Marc, effectivement, beaucoup de choses autour de la liquidité, parce qu'au fond, aujourd'hui, sur les valeurs, les gens ont à peu près compris qu'on avait fait, en tout cas à la française, fait ce qu'il fallait en travail en matière de valeurs. Qu'en matière de distribution, en s'étant mis au niveau de ce qu'on gagne, il y a normalement de ce côté-là plus de surprise. Reste le sujet de la liquidité qui effectivement nécessite d'ailleurs toujours d'être traité. Je pense qu'on va en parler juste après. Mais donc voilà pour la française et les AG. Avant, je vais me tourner vers Antoine. Parce que la caractéristique de cette émission, c'est qu'on a toujours les mêmes invités en plateau. Donc on se rappelle ce qu'on a dit la fois précédente. Et la fois précédente, Antoine, Philippe nous avait expliqué effectivement la stratégie avec l'évolution des valeurs de part à la française et la baisse des distributions. Je vous avais pas posé la question pour une raison simple, c'est que la décision n'avait pas été prise. Elle a été prise depuis. Est-ce que vous pouvez nous la donner et nous l'expliquer ? Ah oui, tout à fait. Donc on avait pris tout simplement la décision de revoir à la baisse les prix de nos SCPI sans toucher à notre politique de distribution des dividendes. Donc ce qui fait que les prix ont baissé. Alors suivant nos 3 SCPI, mais on va dire qu'on tournait entre moins 8 et moins 12% baisse des prix. Par contre, on n'a pas touché aux dividendes, donc on a continué à servir les dividendes sur le même niveau que ce qu'on a fait l'année précédente. Et cette décision, elle a été prise, et ça va me permettre aussi de reboucler sur la question juste avant, notamment par la qualité des échanges qu'on a eus avec les membres de nos conseils de surveillance, donc les porteurs, et qu'on retrouve en assemblée générale. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, effectivement, de très très nombreux échanges avec ces porteurs, challenging parfois, parce qu'ils n'hésitent pas à nous remettre en question par rapport aux décisions que l'on prend. Donc c'est aussi une notion de transparence. Mais voilà, c'est la décision qu'on a prise lors du mois de mars de l'année dernière. Alors je voudrais qu'on fasse maintenant un point tous les deux sur les fonds de remboursement, notamment sur des produits type Rivoli Avenir Patrimoine que vous aviez mis en place, que vous aviez capé. Où ils en sont? Est-ce qu'ils ont encore de l'argent, ces fonds de remboursement? Et est-ce que après la décision de baisse de valeur de part, les gens ont continué à vouloir vendre? Est-ce que vous avez vu des ordres se retirer du carnet? Petit point donc sur l'état de la liquidité sur vos SCPI phares. Alors, nos 2 fonds de remboursement, donc mis en place sur Edissimo et sur Rivoli Avenir Patrimoine, effectivement ont été réactivés à l'occasion de la baisse des prix que nous avons fait lors du mois de mars. Comme la première fois, on a un taux d'adhésion qui est plutôt similaire, on tourne autour de 50 à 55%. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que c'est une solution qui a été quand même utilisée par pas mal de petits porteurs. Après, oui, on constate aussi des annulations d'ordre de retrait, donc des personnes qui, je pense, ont pris la décision de retirer leur ordre puisqu'ils estiment que le niveau de prix aujourd'hui du véhicule plutôt va plébisciter le fait de porter les parts pour aller chercher peut-être un retour à meilleure fortune
avec l'augmentation des valeurs qu'on espère tous. Donc voilà, une liquidité aujourd'hui qui est toujours à peu près la même si on regarde à peu près les ordres de vente que l'on reçoit. Donc il n'y a aucune accélération. On a 2 fonds de remboursement de toute façon qui sont encore dotés. Donc on a encore la capacité de les utiliser et on n'hésitera pas à le faire parce que c'est véritablement une solution qui, dans le contexte actuel, je pense, fait véritablement sens. Marc Bertrand, vous connaissez bien la solution d'Amundi. Est-ce que vous l'avez proposé aux associés dans le cadre des assemblées générales chez Praemia? Proposé et adopté. C'est-à-dire que là, les assemblées générales se sont réunies la semaine dernière, là, et donc ces résolutions qui votent le fonds de remboursement et la modalité de fonctionnement avec le CAP. Donc c'est, pour dire les choses en bon français, c'est un plafond de remboursement, de droit à tirage du fonds de remboursement par associé. D'accord, donc on a droit à 300 parts. Voilà. On a droit à 300 parts. Si j'en ai 500, je peux en vendre 300 sur 500, il m'en restera 200. Quel prix? Valeur de réalisation moins 10? En ce moment, quand on regarde les autres sources de liquidité, on voit que le prix de la liquidité est élevé, donc je pense que nous aurons plutôt à valeur de réalisation. Ok. En pratique, si je regarde, si je suis associé chez vous, ou si je suis conseiller d'un associé chez vous, ça va se passer comment? Dans un premier temps, il faut faire un plan d'arbitrage, il faut vendre des immeubles? Alors, c'est déjà en cours, c'est-à-dire qu'on va utiliser, enfin, nous sommes en cours de cession d'un certain nombre d'immeubles, une partie sera réutilisée pour faire des travaux, une partie sera utilisée pour rembourser la dette et une partie sera utilisée pour alimenter des fonds de remboursement. L'idée, c'est sans déstructurer le portefeuille, de pouvoir proposer au maximum de gens en nombre une solution de sortie d'ici et la fin de l'année. Alors, comme c'est quelque chose un tout petit peu compliqué à comprendre, qu'il va falloir le mettre en place, on va pas envoyer les courriers pour proposer le fonds de remboursement au 14 juillet. Ce sera à la rentrée. Voilà, donc on va activer ça concrètement à la rentrée. On préfère avoir un mois de plus. Par contre, avoir des gens qui lisent les courriers, qui lisent les courriers et qui se seront posés les bonnes questions et qui auraient pu avoir l'occasion d'appeler. Voilà. Philippe Depeau, où est-ce qu'on en est chez vous? Le plan d'arbitrage, c'était l'un de vos dada lors des dernières émissions. En train de dire on va céder des actifs. Où est-ce que vous en êtes sur ces plans d'arbitrage et sur le fonds de remboursement? Alors sur les plans d'arbitrage, celui de 2025 est en train de prendre à peu près la même tendance que celui de 2024, environ 500 millions de cessions aux valeurs d'expertise, donc aucune baisse, pas de baisse par rapport aux valeurs d'expertise. Le marché de la vente est un peu plus animé que l'année dernière. Cela dit, je ne sais pas si mais les personnes, Marc et Antoine diront la même chose, mais les due diligence sont plus longues, les acheteurs sont assez tatillons, ça discute beaucoup, mais voilà, on y arrive. Sur les parts en attente de la française, deux chiffres, on a eu au plus fort de la crise 750 millions de parts en attente. Bon, c'est un petit peu le reflet aussi de notre position de plus grosse capitalisation SCPI. Ce chiffre de 750 est descendu aujourd'hui aux alentours des 450, 460. Ça reste un chiffre élevé, mais nous avons réussi à le diminuer, notamment grâce effectivement à l'alimentation des fonds de remboursement avec plafond, tel que parfaitement défini par Marc tout à l'heure. Ils ne sont pas alors ils sont votés par toutes les assemblées générales de toutes nos SCPI historiques. Ils ne sont mis en place aujourd'hui que sur 2 de nos 5 SCPI historiques. Sur les 3 autres, nous attendons les produits des cessions qui viennent être encaissés et qu'on trie là-dedans, comme le disait Marc, quand l'argent arrive, il faut d'abord éventuellement rembourser la dette qui est liée à l'immeuble en question, ou ensuite régler les travaux et doter les fonds de remboursement avec des gates de façon à permettre effectivement un certain nombre de petits porteurs de sortir. Ok, donc vous confirmez bien quand même ce que l'on a compris quand même au fil de nos échanges dans ces émissions, c'est-à-dire que lorsqu'on vend un immeuble, c'est pas forcément pour rembourser les associés, mais on doit gérer l'équilibre entre les positions de cash que doit avoir la SCPI, entre d'une part le fait qu'elles doivent s'engager dans des travaux pour maintenir la qualité de son patrimoine, que d'autre part
elle peut avoir intérêt à rembourser des dettes si elle commence à lui coûter trop cher, et que enfin il y a aussi la solution de liquidité. Donc vous êtes tous confrontés à ce dilemme à chaque fois de dire on a de l'argent, à qui on l'affecte? Alors peut-être si je peux me permettre une petite précision, parce que ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges lors des assemblées générales sur ces alimentations des fonds de remboursement. La question typique, ah oui, mais vous bradez le patrimoine pour rembourser des gens, notamment les assureurs qui sont là en masse et qui n'ont rien à faire là, au détriment des porteurs de parts qui eux restent. Donc sans rentrer dans un débat ultra technique, on vend aux valeurs d'expertise, on prend une partie de l'argent pour alimenter les fonds de remboursement, on disait, après les travaux, les remboursements de dettes, etc. Il faut bien savoir que comme on fait la liquidité à travers les fonds de remboursement sur la base de la valeur de réalisation moins 10%, c'est le coût de la liquidité, et donc cette liquidité-là, elle est relutive pour les porteurs de parts en place. C'est-à-dire qu'en fait, sortir quelqu'un dans les conditions que je viens d'évoquer, c'est finalement un taux de privation qui est pas loin des 6,5%. Et donc, comme on annule les parts, équivalente, je dirais, à la sortie des parts en question qu'on a donc remboursées par le fonds de remboursement, ceux qui restent, c'est comme s'ils faisaient un investissement relutif. Autrement dit, c'est bon pour les porteurs de parts qui restent. Ok, on a dans cette émission souvent essayé dans cette situation de crise, d'essayer de trouver des solutions. Marc Bertrand, je me tourne vers vous. Je vois un certain nombre d'acteurs. On avait évoqué ici le concept de voir s'il fallait faire des marchés de gré à gré. Je vois des initiatives privées de gens qui proposent un peu le bon coin de la SCPI en disant qui veut acheter, qui veut vendre, et puis comment on se met d'accord sur le prix. Vous en pensez quoi ? Mais ce sont des solutions qui ont le mérite d'exister. Voilà, c'est leur principale qualité, c'est d'exister, parce que pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, la bascule dite en capital fixe ne s'est pas avérée possible dans nombre de cas, donc la liquidité par la simple cession des parts n'a pas été facilement exécutable. Bon. Donc des acteurs privés, alors ce sont effectivement des sites très simples, hein. Je dépose une annonce de vente, d'autres sont intéressés à l'achat, ça ressemble un peu au Bon Coin, même si c'est pas sur ce site-là que ça se fait. Voilà. Nous comment dire, que ce soit au niveau de la profession, au niveau de la SPIM ou au niveau, nous-mêmes on l'a fait. Ce sont des solutions sur lesquelles nous n'intervenons absolument pas. Ce sont des initiatives privées. Par contre, en tout cas, moi, c'est ma conviction, regardez quel est le fonctionnement de ces sites, c'est-à-dire notamment quelles sont les diligences qu'ils mettent en œuvre, vérifier que les vendeurs sont bien vendeurs, vérifier que les acheteurs ont les fonds, vérifier que la transaction, parce que c'est pas si simple, vérifier que les parts de Pierre vont bien arriver à Paul et que l'argent de Paul va bien arriver à Pierre, le tout de façon sécurisée. Nous avons reçu, alors encore une fois au niveau de la SPIM ou au niveau de Premium, mais c'est important de pouvoir regarder la façon dont ils sécurisent cette transaction-là, parce que quand des porteurs de parts nous appellent au téléphone, qui n'ont pas de solution à court terme mais qui sont pressés, on peut, en tout cas moi ma conviction, c'est de pouvoir en tout cas leur dire, s'ils me posent la question de savoir si tel site, ils peuvent y aller ou pas parce qu'ils ont entendu parler d'eux, qu'on puisse leur répondre non pas « je ne connais pas, je ne m'y intéresse pas », mais qu'on puisse dire « écoutez, parmi ces sites-là, nous en avons gardé 2, et leur fonctionnement est sérieux, voilà. Et si d'accord, mais on est d'accord, ce ne sont pas des plateformes qui sont régulées par, c'est de l'initiative privée. C'est de l'initiative privée. Comme si nous aujourd'hui on disait, finalement c'est le bazar. Bon, on va mettre notre puissance médiatique au fait de créer un marché. Voilà, mais derrière en fait, la capacité de prendre l'argent de quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre, c'est pas régulé au sens où ce ne sont pas des marchés réguliers, mais il y a un certain nombre d'agréments nécessaires ou de règles à respecter. Et puis, encore une fois, si Monsieur Paul met ses parts en vente, il faut bien vérifier que ces parts, elles sont véritablement vendables. Donc il y a un moment, il faut une interaction avec la société de gestion
pour savoir si les parts sont pas nanties, si c'est pas monsieur et madame Paul qui sont vendeurs, enfin qui sont détenteurs des parts, donc il faut bien l'agrément, l'accord des deux. Donc est-ce que l'ordre qui est présenté, il est véritablement exécutable? Parce qu'il ne s'agirait pas que Pierre ait donné l'argent à Paul et puis finalement qu'il n'était pas... Que Madame de Paul réclame l'argent en disant « mais moi j'étais copropriétaire des parts ». Voilà. Et ensuite, que Monsieur Pierre ne soit pas Monsieur Pierre Escobar, et donc que les diligences aient été faites, que sur ce point-là... Donc il y a un certain nombre de choses à vérifier et de sécurisation de la transaction. Donc, ce sont encore une fois des systèmes sur lesquels la société de gestion n'intervient pas. Ce qui ne nous a, en tout cas, notre position chez Premia est de dire que nous devons d'avoir regardé, examiné la façon dont ils fonctionnent pour, à défaut de conseiller certains, parce que c'est pas notre boulot, en tout cas, si quelqu'un travaille pas sérieusement, de le déconseiller. Ça, oui, je n'hésiterai pas à le faire. Ok, on va arrêter 2 secondes sur le sujet de la SCPI, mais on va regarder le marché immobilier. Philippe, je me tourne vers vous. Vous nous avez tout à l'heure évoqué les sujets des due diligence dans les transactions. Est-ce que vous avez le sentiment que l'activité sur la transaction, sur le marché, repart un peu? Et si oui, où? Alors, les signes sont relativement contradictoires d'un mois à l'autre, mais globalement, cette première moitié de 2025 a montré plus d'activité en matière d'acquisition-vente immobilière. Et là, je parle au niveau européen, mais pour une fois, la France n'est pas forcément en retard sur le sujet. Donc, on devrait voir, si la tendance continue en fin d'année 2025, une progression des volumes de transactions sur la France, comme sur la plupart des pays européens. Pourquoi cette accélération? Parce que je pense qu'un certain nombre d'acteurs non européens recommence à s'intéresser à ce qui se passe en Europe, hein, notamment par rapport aux États-Unis qui sont plus forcément un Eldorado total. Et donc voilà, un certain retour de confiance, une stabilisation des valeurs dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'en général, quand les valeurs commencent à stabiliser, eh bien les acquéreurs et les vendeurs se retrouvent de façon un peu plus simple. Hein, ça paraît simple à dire, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc de ce côté-là, plutôt des bonnes nouvelles. Je dirais que là où il faut être plus attentif, c'est plutôt sur le marché locatif, où à force de se rapprocher d'une récession économique qu'on n'appelle pas comme ça, mais d'où on voit le taux de croissance économique en France notamment, mais dans les autres pays européens, baisser. Eh bien, on a des locataires, notamment en bureau, mais pas que, en commerce, en logistique éventuellement. Il y a des locataires qui aujourd'hui, on considère, on va dire, que leur taux d'effort, c'est-à-dire leur loyer ramené à leur chiffre d'affaires, commence à être un peu tendu. Et ce d'autant que les loyers ont subi de l'inflation grâce à l'indexation ces dernières années. Et donc voilà, des locataires un peu plus parfois en difficulté de payer leur loyer et ou en demande de révision des loyers au moment de l'échéance de leur bail. C'est plus tellement de la restitution de surface, ça a plutôt eu lieu avant, mais les discussions avec les locataires sont difficiles et le challenge du moment, pour le dire clairement et conclure, c'est de maintenir les revenus locatifs sur nos actifs. Antoine, 2 questions. Un sur les transactions. Oui. Est-ce que vous constatez le fait, les dernières fois on disait il y a surtout des transactions sur des tout petits actifs avec l'arrivée des family office, etc. Est-ce qu'on monte un peu en taille d'actifs? Et deuxième question sur laquelle j'aurais envie de vous entendre pour rebondir sur ce que vient de nous dire Philippe sur le locatif. Il y a un marché locatif qui est à des niveaux qu'on pourrait juger comme étant délirants. C'est le quartier central des affaires à Paris. Est-ce que c'est tenable? Alors, tout d'abord, sur le marché de la transaction, clairement, le redémarrage de l'immobilier passera par la transaction. Quoi qu'il en soit, ce sera vraiment le juge de paix qui permettra d'attester qu'on est revenu sur un cercle beaucoup plus vertueux. Un élément qui est important, en plus de ce qu'a dit Philippe, c'est que oui, on voit des transactions de taille significative.
700 millions, 400 millions, des choses qu'on n'avait pas vues depuis quand même très longtemps. Et surtout, on les voit à des prix qui redeviennent des prix agressifs et des opérations qui sont souscrites par des investisseurs institutionnels. Donc ça veut dire que l'investisseur institutionnel est en train de redonner des lettres de noblesse à l'immobilier en tant que produit d'investissement. Ça, c'est un élément important parce que c'est souvent la première typologie d'investisseurs à bouger et on voit bien qu'il y a quand même un retour sur l'immobilier parce qu'ils estiment que dans l'allocation de leur capital, l'immobilier fait sens, même à des prix qui redeviennent des prix agressifs et donc à des rendements plus bas. Le deuxième élément, effectivement, sur le marché locatif. Oui, c'est vrai qu'on constate bien sur le marché parisien, et c'est ce que mentionnait Philippe, la croissance des valeurs locatives sur le quartier central des affaires parisien est quand même extrêmement forte depuis une vingtaine d'années. Et vous avez certains locataires qui ne sont pas ceux qui ont besoin d'une adresse parisienne. C'est-à-dire que si vous analysez les locataires que vous avez dans Paris, il y a ceux qui ont besoin d'une adresse parisienne. Je pense notamment les conseils, les avocats, les banques d'affaires, pour qui l'adresse est un élément clé. Puis vous avez les autres entreprises qui vont être plus dans une démarche purement économique et qui aujourd'hui vont commencer à vouloir arbitrer une adresse parisienne contre une adresse notamment sur le secteur de la Défense, parce que économiquement, la Défense est un quartier intéressant et avec en plus une qualité servicielle qui est tout à fait comparable avec le centre de Paris. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir une attractivité sur la Défense, pas uniquement avec des locataires situés sur la Défense ou en première couronne, même des entreprises parisiennes aujourd'hui commencent à venir vers le quartier de la Défense. Marc Bertrand, de la Défense, il y en a pas mal dans les actifs de chez Prime REM France. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que c'est le début de la fin de la galère pour la Défense? Oui, honnêtement, oui. C'est-à-dire que on le sait, hein, depuis toujours, c'est le marché le plus cyclique, donc il descend plus bas, mais il rebondit mieux. En fait, je partage assez largement ce qu'a dit Antoine, donc je vais le commander d'une façon un peu différente. Ce qui se passe, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que quand il y a un ajustement de prix en loyer à la Défense, le premier phénomène, c'est que ça crée un arbitrage de prix sur les secteurs du péridéfense. Donc le marché de la Défense appuie sur les secteurs péridéfense, Nanterre, Rueil, Colombes, Besançon et autres localités, et parce que en fait l'écart de prix entre la Défense très bien desservie avec des beaux objets devient faible par rapport au secteur alentour. Donc ça crée des arbitrages de prix, des gens qui pour un écart de prix faible vont aller des entreprises qui vont arbitrer aller à la Défense. Le deuxième normalement phénomène, c'est un arbitrage de prix cette fois-ci par le haut, c'est-à-dire que pour aller vite, le quartier des affaires, central des affaires, aujourd'hui, c'est 1 000 € du mètre carré, alors que péniblement, on doit être autour de 325 échos économiques sur la Défense. Quand on dit éco, ça veut dire qu'en réalité, en fait, on fait des franchises. Des mesures d'accompagnement. On fait des franchises. On fait des franchises. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire, effectivement, il y a. Je dis souvent, l'avenue de la Grande Armée, elle est très en pente, parce que vous avez un écart de prix quasiment de 1 à 3 entre la Défense, 4 stations de métro, et l'Étoile. Or, ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans ce cycle, cet arbitrage de prix du quartier central des affaires vers la Défense, en constatant un écart de prix, ne se déclenche que très tardivement dans le cycle. C'est beaucoup plus long que d'habitude. D'habitude, le mouvement de balancier, quand on atteint un rapport de 1 à 2, il commençait à se réaliser. Aujourd'hui, ça y est, ça commence. Parce qu'il y a des arbitrages de prix quand on a atteint 1100 € du mètre carré, c'est vrai qu'un certain nombre de DAF, y compris d'entreprises qui gagnent de l'argent, commencent à faire tourner leur calculette en disant ça commence à faire beaucoup, quoi. Et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire des entreprises dont certains services restent au centre de Paris, et d'autres services, plutôt que de les tasser dans les sous-pentes d'un immeuble haussmannien, on va leur prendre un plateau de bureau, je sais pas moi, dans une tour dans une des tours à la Défense, où ils seront bien. Et puis on a découvert via le télétravail qu'on pouvait travailler chacun chez soi, donc avoir le service, par exemple comptabilité finance à la Défense et le service, le front office dans le quartier central des affaires. C'est pas inaudible en termes d'organisation. Antoine, est-ce que ça change entre guillemets la structure de location des immeubles de la Défense?
C'est-à-dire, avant, on se disait, les immeubles de la Défense, quand on a un truc, c'est un grand truc, on a un locataire, on y fout un siège, on y fout une boîte, et puis on n'en parle plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est du coup plus granulaire? Est-ce que, du coup, est-ce que c'est pas aussi un peu moins rentable? Parce qu'il y a plus de charges en termes de gestion? Alors, l'intensité en matière de gestion de la tour va être encore plus importante, parce qu'effectivement, on va passer d'un mode monolocataire à un mode multilocataire. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une rotation dans l'immeuble qui va être plus forte, d'où le fait que, effectivement, plus régulièrement, vous allez devoir retravailler sur une renégociation de bail, voire même chercher des nouveaux locataires. Par contre, quand vous êtes travaillé avec des plus petits locataires, vous avez des valeurs locatives plus élevées que si vous négociez sur une très grande surface. Donc, peu ou prou, mis côte à côte, non, c'est pas forcément moins rentable. Par contre, oui, ça nécessite une intensité des équipes encore plus importante, mais il y a un mode d'occupation qui est en train d'évoluer, il y a une qualité servicielle dans les immeubles qui est en train d'évoluer, ça c'est indéniable, mais ce qui fait qu'on va arriver en fin de compte à une meilleure diversification aussi des risques dans un immeuble. Petite tour de piste rapide, on est début juillet, donc vous avez, pas encore, mais les expertises ont été lancées. Donc je vais pas vous poser la question de savoir comment vont évoluer les valeurs de part, parce que ça vous me le direz pas. Je voudrais juste, parce que en plus ça impacte d'autres éléments, type le crédit, etc. Le premier sentiment sur ce qui remonte de la part des experts, c'est quoi, Philippe, de votre côté? Stabilisation. Ok, Antoine? Stabilisation, juste, pardon, petite précision, stabilisation hors, je dirais, fin de la correction sur ce que je vais appeler les gros immeubles de bureaux monolocataires, deuxième et troisième couronne. Voilà, pour être rapide. Exactement la même constatation, avec en plus... Est-ce que vous avez les mêmes experts? Je sais pas. Mais en plus, certains, oui. Ce qui est important, c'est qu'on commence à avoir des vraies compensations de plus et de moins. C'est-à-dire qu'au-delà de la stabilisation, on commence à voir certaines valeurs dans certains cas qui vont même augmenter et qui vont être au global sur une stabilisation, parce qu'on va voir ce que disait Philippe très justement, on a encore un peu de moins sur certains actifs. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Marc Bertrand? Bon, quasiment la même chose. Je rajouterais effectivement sur la santé qui représente la moitié. Là, clairement, on est vraiment stabilisé. Bon, après, il y a encore une queue de comète sur les gros immeubles de périphérie sur le bureau. Donc là, c'est toujours, mais de toute façon, depuis le début de ce cycle, la classe d'actifs difficile, c'est le bureau. Ok, alors on conclut, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble, mais comme c'est la dernière de la saison, on va en profiter. On avait pris la décision de creuser plusieurs sujets. Dernière question pour essayer de sortir par le haut. Je vais commencer avec vous, Philippe. J'ai bien compris, j'ai cru comprendre plusieurs choses. Que ça allait durer quand même un certain temps. Que y avait un sujet de liquidité qui existait, qui allait pas se résoudre, même si le travail qui était fait avec les fonds de remboursement permettait de résoudre des situations ponctuelles, mais pour autant, ça allait pas forcément alléger considérablement les carnets d'ordre en montant. J'ai cru comprendre qu'il y avait très largement un travail qui avait été fait sur les baisses de prix de part, que un travail était fait par endroits sur les distributions, et notamment sur le sujet de la distribution des plus-values, comme il n'y en a plus, on revient sur l'essentiel. Maintenant, j'essaie de me projeter dans l'avenir. Comment, en fait, pour arriver à s'en sortir, il faut redonner l'envie aux épargnants d'acheter ce type de produits et aux distributeurs de les vendre. Comment on redonne l'envie ? Est-ce qu'il faut que les produits bureaux, on les transforme en diversifiés? Donc, quelles sont vos pistes pour redonner l'envie? Philippe? Alors, c'est sûr que quand on interroge les distributeurs et les CGP, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un distributeur et un CGP va mettre en avant? C'est on va parler SCPI, les SCPI thématiques, plutôt européennes, avec du rendement. Et quand je dis avec du rendement, c'est pas les 4,5, 5,5 dont nous avons tous les trois parlé aujourd'hui. On est plus sur des rendements. Ces gens-là vous disent, nous, on veut du 7,5, 8, etc. Bon. Donc, comment on lutte contre ça? Qu'est-ce que finalement ces distributeurs attendent de nous, attendent de nous, sociétés de gestion qui gèrent ces SCPI historiques? D'abord, je pense qu'ils attendent de nous de la
transparence et de l'explication pour expliquer justement pourquoi nous avons ajusté les valeurs de part, pourquoi, le cas échéant, on a baissé les distributions et comment nous adressons les sujets de liquidité. C'est très important. Ils sont passés, je pense, d'un stade de un peu de stupéfaction et de peut-être même de réticence à aller expliquer au client final en ayant le sentiment de ne pas avoir les bonnes explications. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris à travers les explications que nous, toutes les sociétés de gestion de SCPI historiques, avons données. Donc aujourd'hui, cette relation de confiance, je pense qu'elle est rétablie, mais ils ont besoin que nous finissions ce travail, ce service après-vente, je dirais, d'explication. Ensuite, il s'agira de se tourner vers l'avenir et donc réfléchir effectivement à des nouveaux produits, à des produits peut-être plus dédiés, avec des structurations de rémunération peut-être un peu différentes du strict historique. Mais voilà, tout ça dans un marché qui, là c'est mon côté un peu optimiste, à force de voir les taux des banques centrales, de faire baisser les taux directeurs maintenant aux alentours de 2% en Europe, on va voir que finalement, ce qui est un peu le problème des SCPI, c'est-à-dire la concurrence des autres produits financiers, va finir par s'estomper largement. Et donc, la SCPI, même avec des rendements aux alentours des 4,5, 5,5, quelque part, et relativement, retrouvera de l'entrain et de l'appétit, moi j'en suis certain, dans un marché où les valeurs, comme on le disait il y a quelques minutes, se sont stabilisées, devraient constater ce phénomène de stabilisation sur la deuxième partie de 2025, et pourquoi pas revoir un peu de reprise de volume et de valeur en 2026. Donc il faut finir le travail d'explication, de nettoyage, les transformations d'immeubles en autre chose, puisque c'est une question qui a été posée, c'est quelque chose qu'on travaille tous, c'est un thème d'une émission à part, je dirais, mais faut savoir que c'est pas, on va pas transformer tout d'un coup tous les immeubles de bureaux vacants en logements ou en autre chose. Ça prendra du temps, ça demandera des efforts de tout le monde, mais voilà, le travail est en cours, les travaux de fusion, scission dont parlait Marc tout à l'heure sont tous en réflexion. Voilà, regagner la confiance de la distribution et s'orienter vers des nouveaux produits et attraper le rebond du marché. Marc Bertrand, votre sentiment avec plusieurs questions. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous aviez travaillé sur le sujet de la scission chez Primovie avant de juger que finalement les bénéfices ne justifiaient pas l'opération. Philippe nous dit nos niveaux de distribution aujourd'hui fait qu'on n'est pas tout à fait compétitif par rapport aux autres SCPI. Se pose la question de la dévaluation compétitive, c'est-à-dire de baisser le prix pour dire aux gens vous rentrez. Vous, qu'est-ce qui vous paraît comme solution, sachant que vous avez pour particularité chez Praemiad d'avoir une politique historique de produits purs? Oui, et on compte la conserver. C'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, on est plutôt... regardez, vous nous parliez... On a parlé tout à l'heure d'avoir un petit peu de bureau dans Primovie. On s'est un peu écarté de cette notion de produit pur. Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on reproduirait pas parce qu'on s'explique plus de la variation du bureau que de la bonne tenue de la santé dans Primovie. Voilà. Donc oui, nous allons conserver la politique de produits purs. Je rejoins assez largement ce que dit Philippe. Il faut faire ce qu'il faut pour restructurer les patrimoines, pour allonger, améliorer la qualité de l'information financière. Le produit SCPI, dans toute cette phase d'expansion qui date maintenant quasiment on peut montrer à 15 ans, voire 20 ans, a considérablement sophistiqué sa gestion. La qualité de l'information financière, notamment les comptes, les comptes combinés, la notion de compte en transparence, c'est une nécessité impérieuse aujourd'hui d'améliorer la qualité de l'information financière et qu'elle soit en phase avec la sophistication du produit SCPI de ces 15 dernières années. On va faire le job. Oui, on fera des nouveaux produits, parce que je pense qu'il y a effectivement il y a des opportunités dont il faut chercher à faire bénéficier les porteurs de parts. Mais de manière générale, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous subissons la concurrence de produits structurés, de produits d'épargne, de produits de taux, avec une compétition qui est très forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
qu'on soit à 4,5 et à 5% dans une SCPI qui ne garantit pas sa liquidité, c'était écrit dès le départ, mais les gens l'ont un peu redécouvert, avec un taux d'épargne, avec un taux d'imposition qui est très élevé sur les revenus fonciers, qui ne garantit pas non plus le capital, par rapport à des produits à duration beaucoup plus courte, avec de la flat tax et en plus une compétition à la hausse, des rendements très attractifs, c'est assez compliqué aujourd'hui. Par contre, en cas de reflux des taux, et ça semble quand même se dessiner, on récupérera un peu plus de marge de manœuvre. Antoine Aubry, comment on redonne envie ? Alors déjà, on redonne envie pas en travaillant sur un taux qui soit juste un taux de distribution, mais sur une qualité immobilière. Parce que d'abord, on investit dans la pierre, donc il est important de ressusciter la confiance sur le produit. Et pour ce faire, oui, il faut aller vers de la diversification. Il faut aller sur des nouvelles thématiques. Mais attention, la profondeur du marché, elle n'est pas non plus complètement dingue. Donc il y a un risque inhérent si tout le monde se précipite sur la même thématique. Donc il faut travailler sur toutes les thématiques. Il faut aussi garder ses convictions sur le fait qu'on va pas renier le bureau. Le bureau reste une destination. Par contre, le bureau ne cesse de s'améliorer en qualité là où il doit perdurer, et il va devoir se transformer là où il n'a plus lieu d'être. Donc, il faut avoir la capacité de convaincre les clients. Et c'est là où je reviens tout à fait sur ce que disait Marc. Et on doit communiquer encore plus qu'hier. On doit associer nos porteurs encore plus qu'hier sur l'avenir de nos véhicules, qu'ils soient historiques ou que ce soit des nouvelles histoires, pour juste les convaincre. Parce que, quelque part, c'est un peu nos convictions à tous les trois. On est convaincus que l'intérêt de l'immobilier, c'est un produit d'investissement, c'est un produit de long terme. Donc il faut ressusciter cette envie, mais pas juste en parlant d'un taux. Merci à tous les trois d'avoir fait ce débat 2 en 1. Tout de suite, comme maintenant, il est là. On retrouve Georges Lataille pour le Journal décalé. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Allez Georges, je vous laisse vous installer parce que vous arrivez en courant. Tout de suite, votre journal décalé. Et surtout, je viens pour présenter des bonnes nouvelles sur le taux d'épargne qui est toujours très élevé en France et qui est même reparti à la hausse ces derniers trimestres, atteignant 18,8% au premier trimestre 2025. La France fait partie du peloton de tête européen, parce qu'on a l'Allemagne aussi un peu plus de 20%, mais après il y a l'Espagne à 13,5%. Et l'Italie à 11,2%. Autre bonne nouvelle, on a des flux d'épargne qui sont dynamiques, flux d'épargne très importants pour les CGP. On avait eu 87,6 milliards au dernier trimestre 2024, qui sont très supérieurs à la moyenne sur le 2013-2024, était plutôt à 57 milliards. Où vont ces flux ? Ils vont un petit peu sur le livret A et sur le LDDS, qui ont collecté 1,88 milliard en mai. Il va un peu aussi sur la survie, même beaucoup sur la survie, qui est en pleine forme avec une collecte nette de 3,8 milliards sur le mois de mai 2025. Il va aussi un peu sur le PER assurantiel, qui a collecté aussi au mois de mai 937 millions d'euros. Bref, plein de très belles opportunités pour les CGP. Ouais, premier constat, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc le taux d'épargne est 18,8%. A priori, il ne va pas forcément augmenter, ce qui veut dire que la compète pourrait être un peu plus compliquée. Et on suivra notamment avec beaucoup d'attention ce qui va se passer sur l'avenir du marché immobilier et sur la production de crédit, parce que c'est un élément important pour voir le business des CGP et les flux qui arrivent en termes de placement. Laissez-moi un peu d'engouement, mais ceci dit, j'ai un autre petit caillou dans la chaussure sur l'assurance vie, c'est le député Éric Ciotti qui vient de présenter une proposition de loi qui pourrait bien bousculer énormément le marché de l'épargne. Très concrètement, il propose une refonte majeure des plans d'épargne action, les fameux PEA et PEA-PME. À la clé, d'abord, la suppression des plafonds de versement. Pour mémoire, aujourd'hui, c'est 225 000 euros pour un PEA-PME et 150 000 euros pour un PEA ordinaire. Deuxièmement, il propose un alignement de la fiscalité entre les PEA, PEA bancaires, PEA assurantiels, qui sont des contrats de capitalisation, sur la fiscalité successorale et sur la fiscalité successorale de l'assurance vie, excusez-moi. Et cet argument massu
c'est quoi sa solution? Ça permet de mieux financer l'économie et donc c'est totalement cohérent avec le projet européen d'union d'épargne et d'investissement. Alors c'est intéressant que vous parliez d'Europe parce qu'en fait il faut repositionner cette proposition d'Éric Ciotti dans l'annonce récente qui a été faite par le ministre de l'économie et des finances Éric Lombard qui a réuni à Paris un certain nombre de ses homologues européens pour lancer un label qui s'appelle Finance Europe, dont dans les échanges off qu'on a eu avec Bercy, on n'a jamais réussi à savoir exactement quel type de produit allait être labellisé, mais il faut que ce soit plutôt du fonds propre et il faut qu'il y ait un avantage fiscal. Donc se pose la question, est-ce que c'était le PEA, est-ce que c'était l'assurance vie? Assurément, en agissant de la sorte, Éric Ciotti joue la carte du PEA. On suivra ce dossier qui, a priori, pourrait aboutir l'année prochaine. Restons dans les lois avec une loi dont vous vous rappelez certainement, Jean-François, la loi Industrie verte. Elle avait confié au comité de consultation des services financiers le soin de quoi? Le soin de suivre les performances des frais et des produits financiers, à l'exception d'une chose, les produits bancaires. Ils sont malins, ces banquiers, ou ils sont très actifs en lobbying. Et pour mémoire, le CCSF, il est composé à parité de représentants des épargnants et des professionnels, notamment donc, des CGP. Vous allez reconnaître quelques noms comme Karen Viol, David Charlet ou Julien Arnoux. Le CCSF, il vient de sortir son premier rapport, donc de l'Observatoire des produits de l'épargne financière. Et devinez quoi? Le communiqué ne cite qu'un seul chiffre, 2048 milliards. C'est le montant de l'épargne financière passée au crible à l'occasion de ces travaux. L'ambition de ce document, c'est d'offrir une synthèse claire et pédagogique pour mieux comprendre. Moi, j'ai pas tout compris. Alors, évidemment, si vous êtes limité au communiqué de presse, à mon avis, je vais vous dire, le communiqué de presse, à mon avis, tous les mots ont été pesés, sous-pesés, etc., pour ne fâcher personne. C'est la caractéristique de ces instances paritaires. J'ai pas lu tout le rapport, là. J'ai là, il y a 115 pages. Deux constats quand même. Pour nos amis CGP sur des choses qui remontent et qui, à mon avis, vont faire un peu de bruit. Le premier constat, c'est qu'il y a un tableau sur les frais d'entrée et les frais de gestion des différentes enveloppes assurantielles, notamment où on sépare l'assurance vie et les PER individuels. Et le constat témoigne que les frais des pèlerins sont supérieurs aux frais des contrats d'assurance vie. Donc là, je pense que ça va être, d'un point de vue politique, on en a déjà un peu parlé, un petit caillou dans la chaussure. Parce que je rappelle qu'à l'époque, Jean-Noël Barrot, au moment de la loi Pacte, avait dit « le périn, c'est un truc formidable, on va mettre tout le monde, ça va faire baisser les prix ». Ça n'a pas du tout fait baisser les prix, ça les a augmentés. Puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est pas un chiffre, c'est un texte qui est dans ce rapport, qui va là aussi donner lieu j'imagine, à quelques commentaires. L'OPEF dit « l'OPEF n'a pas été en mesure de collecter les frais des produits structurés ». Et c'est pas plus mal. Je pense que là-dessus, il y a un sujet, à la fois sur les structurés, il y a une remise en cause des chiffres de SRP, qui est le fournisseur qui a donné les données, où l'OPEF dit finalement, les données que nous donne la place sur les performances des produits structurés, on n'est pas sûr que ce chiffre il soit si pertinent que ça. Deuxièmement, l'OPEF dit sur les produits structurés, on a du mal à avoir les frais, on considère qu'on n'est pas suffisamment transparent, etc. Comme vous le savez, il y a eu un travail du pôle commun de la CPR. Je pense que ces deux sujets seront dans les points d'attention des régulateurs dans les mois qui viennent. On en reparlera certainement dans le journal décalé. Autre sujet, Jean-François, on ne peut pas parler d'épargne sans parler de crypto, de crypto-monnaie, un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment. J'ai le plaisir de faire un tour de France avec Célentia pour former les CGP aux cryptos. Et on est en train de passer dans une spéculation avec le Bitcoin qui a explosé, qui a baissé, qui a réexplosé, à un vrai changement de notre mode de vie avec la blockchain. Très concrètement, il y a plein de nouveautés. D'abord, il y a le premier Français qui a acheté un appartement payé avec des Bitcoins, un bien immobilier. Il s'avère que c'est pas si beau que ça parce qu'en fait, on a quand même demandé de mettre 30% de plus que la somme. Les variations des bitcoins étaient tellement fortes qu'ils voulaient se protéger d'une éventuelle fluctuation. Chez les banques, ça bouge aussi. La Société Générale a annoncé lancer sa propre crypto-monnaie. JP Morgan a annoncé pareil. BlackRock, le leader de chez Leader, avait lancé aux États-Unis un ETF il y a un peu plus d'1 an avec des chiffres qui font rêver. 36 milliards de dollars de collecte en 1 an, 16 milliards de perfs. Et encore plus clé, la Banque Centrale Européenne a annoncé
qu'ils allaient rentrer dans le jeu très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils vont lancer un euro numérique pour permettre à tous les Européens de profiter de toute la facilité de la blockchain, des transactions instantanées, sécurisées, etc. Mais aussi, ils ne veulent pas perdre la main, parce que sinon, si une banque centrale perd la main sur la monnaie, elle ne sert plus à grand-chose. Alors, 2 petites remarques par rapport à ça. Je vais partir de BlackRock. Vous parliez du produit qui avait été lancé aux États-Unis, qui a été lancé en mars 2025 en Europe. Où l'Europe est arrivée après. Avec un franc succès. Ce qui est d'ailleurs assez rigolo, c'est que si vous regardez le document d'information clé du produit, vous constatez que les règles de distribution ne sont pas les mêmes dans les pays européens et au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni est beaucoup plus strict sur la commercialisation de ces produits-là que l'Europe, puisque au Royaume-Uni, la distribution du produit à la clientèle retail est interdite. On se rappelle qu'il y a plus, si on fait référence à Ciotti, qu'il y a plus de détenteurs de crypto dans notre pays aujourd'hui que de détenteurs d'actions. Et ça amène à une vraie question pour tout le monde. C'est-à-dire pour les CGP, quelle place on met à ces nouveaux produits ? Est-ce qu'ils sont crédibles ? Est-ce qu'ils ne sont pas crédibles ? Et puis cette question qui se pose à vous, elle se pose aussi à nous. Est-ce que demain, il ne faudrait pas qu'il y ait dans les plus encore une rubrique crypto ? Ah bon, certainement, on en reparlera, mais vous verriez l'intérêt des CGP quand ils découvrent vraiment comment ça marche, c'est assez fascinant. Pour finir, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi une petite mise en garde. Il y a malheureusement régulièrement des mauvaises histoires qui font une très mauvaise publicité au monde des CGP. Le dernier, c'est Apollonia. Attention de bien distribuer des produits qui sont autorisés par votre RC professionnel. Et bien sûr, de faire attention au profil de risque. C'est le cas pour les cryptos. Vous n'avez le droit de proposer à vos clients des cryptos que si leur profil de risque est en adéquation avec des cryptos. Et dans ce cas-là, vous devez les mettre en relation avec une plateforme qui a l'accréditation PSAN. Et cette plateforme doit refaire tout l'onboarding. Vous n'avez pas le droit vous-même de refaire tout vous-même. Pour prendre un peu de hauteur, là je parle de crypto, mais il est communément certain que les listes noires de l'AMF ou de la CPR ne suffisent pas à protéger le public des arnaques ou des mauvais investissements. C'est pourquoi l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés européens, des marchés financiers, s'implique aussi sur le sujet. Elle a adressé plusieurs lettres aux principaux réseaux sociaux. Pourquoi à eux ? Parce que souvent, les arnaques passent par les réseaux sociaux pour bien les mettre en garde de ne pas faire de publicité pour des produits illicites, pour des produits financiers illicites. Ces nombreux placements financiers bidons, qu'est-ce qu'il fait ? Il génère une énorme perte de confiance envers les institutions financières, mais aussi envers les médias sociaux eux-mêmes. Pour l'instant, vous connaissez ces plateformes américaines pour la plupart ou chinoises pour certaines. Rien ne permet de dire qu'elles vont répondre positivement, mais elles ont déjà été condamnées à payer des centaines de millions de dollars d'amende. Pour revenir au monde des CGP, soyez super vigilants sur les produits que vous distribuez et pas toujours ceux avec les plus grandes commissions, c'est pas toujours les meilleurs. Merci beaucoup Georges, je vous souhaite d'excellentes vacances pour cet été. Merci à vous d'avoir été des nôtres dans cette longue dernière émission de la saison. Bonnes vacances à vous, on se retrouve à la rentrée, sauf évidemment s'il se passe des choses, ou dans ce cas-là, nous ne manquerons pas de faire une émission exceptionnelle ou de vous retrouver sur le site et plus encore.